Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo sur les mondes, les Worlds 2024 de Jiu-Jitsu brésilien, donc en kimono, qui ont eu lieu le week-end passé. On est mardi, j'étais un peu malade ce week-end, et c'était un week-end un peu long avec la famille, un peu long. C'est un week-end long, pardon, de mercredi à dimanche, et en plus un peu malade et tout. Bon. Alors avant toute chose, en fait, je vous fais cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent sur Internet, sur les réseaux, Nico, t'as pas donné ton avis, qu'est-ce que t'as pensé des mondes, etc. Donc déjà, la première chose, j'aime pas faire des vidéos euh, où j'ai pas vraiment analysé, regardé vraiment tout l'événement, etc. J'ai pas tout regardé, j'ai pas beaucoup regardé. J'ai surtout en vrai suivi, on va dire, sur Instagram. J'ai vu quelques combats, bien évidemment. J'ai vu un peu toutes les polémiques. Écoutez, moi, je vais vous donner un peu mon avis sur tout ça. Euh, et je vais vous donner aussi mon avis un petit peu sur la fédération de Jiu-Jitsu brésilien, donc l'IBJJF. De ce que j'ai l'impression, bah voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu. Plus de 20 ans donc que je fais des compétitions. Euh, Moi, j'étais pas mal isolé aussi sur un format plutôt ADCC, Naga, donc vraiment uniquement sans kimono. Si on regarde bien, ça fait pas si longtemps que ça que l'IBJJF s'est vraiment intéressé à la partie sans kimono. Donc moi, j'étais un peu isolé de ce côté IBJJF et du coup, ça me permet aussi d'avoir une vision un peu différente de tous ceux bah, qui se sont construits à travers cette fédération-là et qui des fois ont connu aussi que ça et qui ont connu après seulement l'ADCC, le Naga ou tous ces autres compètes là. Avant de commencer, n'oubliez pas, mettez un like tout de suite, comme ça c'est fait. Il n'y a plus besoin de le faire à la fin. Mettez un like, comme ça, moi, ça me motive à vous faire plus de contenu comme ça, un peu plus face à la caméra. Je vais même pas vous mettre de miniature. Franchement, j'ai même pas le temps. Je viens juste d'arriver à la maison. Et je me suis dit, je vais faire celle-là. Je vais en faire aussi une autre juste après. D'ailleurs, sur le fait de quitter son entraîneur. Donc, voilà, ce qui m'a inspiré, c'est forcément l'histoire Benoît Saint-Denis, Daniel Voirin. Euh, et je voulais vous donner un peu mon avis aussi sur cette histoire-là. Pas l'histoire d'entre deux, parce que j'ai pas l'histoire, mais un peu pourquoi ça peut arriver, etc. Bon, voilà, dans une autre vidéo, je serai habillé de la même façon, au même endroit. Je la filmerai juste après. Donc déjà, dans un premier temps, on va parler de l'IBGF. Et avant ça aussi, du coup, like. Et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier. Voilà, ça fait 25 ans que je fais les sports de combat, donc essentiellement du sans kimono, donc de la lutte à livrer. J'ai fait 6 fois la DCC, c'est pour ça qu'on connaît. 4 fois j'ai gagné les sélections européennes, 2 fois où on m'a invité. Je suis gérant du NR Fight Club Paris, où on est plus de 2000 adhérents. Il y a plusieurs clubs sur Paris. Et bientôt, j'espère, une petite nouvelle pour vous, pour ceux qui sont en province. J'espère que ça vous plaira. Et tac, 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 tac. Et puis, bah, hey, BG Fanatics. Donc pour ça, il y a plein de choses dans la description. Regardez ça à la fin de la vidéo. Je vous le rappellerai. Et puis, comme ça, on peut commencer tout de suite. Du coup, IBJF. Alors, ceux qui ne connaissent pas, l'IBJF, c'est la Fédération internationale de Jiu-Jitsu brésilien. Donc, qui encadre le Jiu-Jitsu brésilien, on va dire, donc mondialement, je viens de le dire, mais surtout, on va dire, de la manière où il y a le plus d'exposition et on va dire que c'est la fédération où il y a le plus de champions, ou en tout cas, il y a les meilleurs combattants de Jiu-Jitsu brésilien. Voilà. Pourquoi? Bah parce que c'est l'une des fédérations déjà les plus anciennes, euh, qui a aussi cette exposition et qui s'est aussi implantée du coup aux États-Unis depuis déjà bien une quinzaine d'années, je pense. Moi à l'époque, j'avais vu les championnats du monde au Brésil. C'était au Brésil, à Rio. C'était une ambiance, laissez tomber. C'est un truc de fou. Euh, Après, c'est vrai que j'ai pas vu encore les Worlds aux États-Unis, mais voilà, au Brésil, c'était quand même quelque chose. Surtout le combat Jacare face à Roger Gracie. J'étais sur place. Roger Gracie qui casse le bras de Jacare. Jacare qui tape pas, qui abandonne pas, qui arrive à sortir quand même son bras. Après, il met son bras dans sa ceinture. Enfin, bon, combat incroyable. Et voilà, il y a eu plein de combats comme ça. J'avais même vu André Galvao combattre en ceinture violette, après en ceinture noire. Il avait affronté David Pierre-Louis d'ailleurs. Voilà, c'était pas mal. Du coup, quand je vois un petit peu tout ce qui. Alors, déjà, bon, par rapport à l'événement, il y en a, ouais, c'était pas le meilleur événement, c'était ci, c'était ça. Franchement, quoi qu'il arrive, c'est toujours une grosse compétition, c'est quand même un super événement.
Bien évidemment, il a manqué des gens et c'est ça qui, je pense, a fait que la compétition était pas moins intéressante, mais qui avait moins de têtes d'affiche, quoi. Moins de gens qu'on connaît et qu'on suit au quotidien, qu'on suit leur carrière. Meregali, euh, je pense à lui en premier, mais après, il y en a plein d'autres. En fait, c'est surtout dans les poids lourds où, qui ont déjà annoncé Felipe Andrew, voilà, il y en a pas mal qui ont déjà annoncé qu'ils allaient pas combattre à ça parce qu'ils allaient se focus vraiment pour performer ou à la DCC ou au Craig Jones Invitational. Mais en vrai, il y avait déjà cette problématique-là les autres années. C'est tous les 2 ans. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est la DCC, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. N'hésitez pas à aller checker ça. C'est la vidéo où je compare ADCC et Craig Jones Invitational. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Mais du coup, bon, c'est la première fois où on a vraiment autant de personnes qui veulent se consacrer à fond sur la DCC. Et on peut pas leur en vouloir parce qu'en fait, euh, l'IBJJF, de ce que moi je ressens et de ce que moi je vois, c'est vraiment la fédération qui veut donner un chemin à suivre pour le jiu-jitsu brésilien. Et je trouve que ce chemin à suivre, il est pas bête du tout parce que bah quoi qu'il arrive, si on est champion dans cette fédération-là, bah on a des grandes chances d'être champion dans les autres fédérations. Et chose qui est pas forcément vraie si on regarde dans l'autre sens. Et en fait, ça me fait penser quoi? Ça me fait penser que c'est pour ça que selon moi, les règles sont comme elles sont parce qu'elles forcent les pratiquants à avoir une base très très solide en défense. C'est des mecs qui sont très très durs à scorer, qui ont une garde impassable, qui ont forcément un bon cardio parce que c'est des combats de 10 minutes, qui sont stratégiques parce que le règlement est un peu complexe et qu'on peut vraiment jouer avec. Donc quand je vois un peu tous les gens qui se plaignent par rapport au règlement en disant ouais c'est pas assez spectaculaire, on va perdre de la visibilité, etc. Parce qu'il y a ces autres événements qui commencent à grossir, à avancer en parallèle. Bah, je suis pas sûr qu'en fait l'IBJF ce soit vraiment son objectif. Je peux me tromper, hein, bien évidemment, je suis pas dans les petits papiers. Je sais pas c'est quoi vraiment leur objectif. Euh, Vraiment, c'est-à-dire j'ai pas discuté avec le président, c'est quoi ton objectif? Mais j'imagine en voyant tout ça que leur objectif c'est vraiment de faire en sorte que le jiu-jitsu brésilien soit, ou en tout cas les combattants qui performent dans leur fédération, ce soient des combattants euh, complets et qui puissent, donc ils vont représenter le jiu-jitsu brésilien dans n'importe quelle autre fédération, n'importe quelle autre compétition, et qui soient du coup des combattants compétents. Voilà, tout simplement. Et donc ça force les combattants à être compétents, à être bons, à être stratèges, à avoir, comme j'ai dit, avoir une bonne garde, à être bon en défense. Et donc du coup après, quand ils vont dans les autres fédérations, bah, c'est juste faire des petits ajustements pour évoluer et gagner dans ces fédérations-là. Donc je pense que la fédération fait un très très bon travail là-dessus et elle a raison, je pense, à voir pour la suite, d'avoir ce règlement. Alors moi, franchement, j'ai beau l'étudier, j'ai beau essayer de comprendre, mais voilà, quand je regarde un combat, bon bah je comprends bien évidemment. Voilà, t'es au-dessus, tu te retrouves en dessous, bah tu te fais renverser. Le mec, il est dans la garde, il passe la garde, bah il a marqué ses points. Il arrive en montée, il marque ses points aussi. Bon voilà, toutes les choses un peu simples comme ça, j'y arrive. Mais dès que c'est des trucs un peu compliqués, là la situation de Tainan, bon je connaissais pas, je savais pas. Euh, mais bon, tout le monde a dit que c'était bien, c'était justifié le fait qu'on le disqualifie. Euh, et voilà, et je pense qu'il faut pas en vouloir à une fédération de vouloir encadrer un sport de cette façon-là. Après, attention à ce que ça ne fasse pas comme le judo, c'est-à-dire que ça fasse. Je sais pas si vous allez entendre ça là, l'hélicoptère. Je me mets dehors parce que je filme jamais de vidéo chez moi parce que la lumière chez moi est horrible et j'ai pas d'endroit pour filmer, donc je me mets là. Voilà, on verra ce que ça donne. Euh, et du coup, euh, ouais, juste attention à ce que ça fasse pas comme le judo où bah, on n'a pas des combats super excitants. Bah voilà, on peut pas attaquer les jambes en judo. Bon bah ça fait pas mal de choses en moins et ça fait que hein, c'est un sport un peu moins spectaculaire. Donc attention à ce que le jiu-jitsu brésilien ne tombe pas dans cette entrave, qu'elle n'aille pas sur ce chemin-là qu'a suivi le judo, parce que je pense que le judo aujourd'hui est moins regardé ou en tout cas n'est pas plus regardé. Et attention à ce que le jiu-jitsu brésilien n'arrive pas sur ce chemin-là. Voilà, après, je pense qu'il y a aussi une vraie évolution dans la façon dont les athlètes
perçoivent la compétition et veulent exister médiatiquement. Quand on voit Merab qui combat, donc sa KT de poids, bon, c'est en dessous de 70, donc j'imagine que ça doit être 65, 66, quelque chose par là, ou peut-être 70. J'ai du mal aussi avec ces KT-là. Ils mettent les noms au lieu de mettre Moi, j'ai besoin qu'on mette ouais, ma KT c'est moins de 66, ma KT c'est moins de 77, comme à la DCC, comme dans n'importe quelle autre compétition. Mais là, dans cette compétition-là, ils donnent les noms. Donc, j'ai jamais enregistré les noms parce qu'en plus, c'est pas la même catégorie de poids en kimono et sans kimono. Enfin bon, voilà, je suis toujours un peu perdu malgré toutes ces années. Et du coup, bah, on voit maintenant des poids légers et des mecs qui se mettent beaucoup plus en danger. Mais en fait, ce danger-là, il paye. Que vous perdiez ou que vous gagnez. Et en fait, il y a vraiment ce gros changement dans notre milieu où on a, les gens n'ont plus peur de perdre, en fait. Où la plupart des gens qui veulent exister médiatiquement n'ont plus peur de perdre. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le public, il va beaucoup plus donner de la valeur à un combattant qui se met en danger plutôt qu'à un combattant qui reste tout le temps dans sa catégorie, en zone de confort, et qui ne va pas sortir de sa zone de confort pour essayer d'aller chercher ses 10 titres mondiaux. Mais en fait, comme on le voit aujourd'hui, ça change rien d'être 10 fois champion du monde, 3 fois champion du monde, une fois champion du monde. La réalité, c'est que qui vous êtes après dans le milieu, en fait. Qui vous êtes. Est-ce que vous êtes connu du grand public? Est-ce que vous êtes suivi? Est-ce qu'on a envie de consommer vos produits digitaux? Est-ce qu'on a envie de faire un stage avec vous? C'est ça la réalité et c'est ça vraiment la valeur du combattant. Si vous combattez mais que derrière vous n'êtes pas capable de payer vos factures, vous n'êtes pas capable euh, de payer l'école de vos enfants, de payer un restaurant à vos enfants alors que vous êtes champion du monde, bah franchement la médaille, elle représente rien en fait. Et, et c'est un truc que j'ai entendu il y a pas très longtemps, j'ai oublié son prénom, mais son nom de famille c'est Peterson. C'est un psychologue, je pense, américain. Ah non, pardon, canadien. Et donc il a dit une phrase qui que je pensais, mais quand il l'a dit, ça y est, il a mis une phrase sur un principe que je pensais, quoi. Et c'est en fait, euh, celui qui gagne, c'est celui qui gagne une partie de foot à l'école, celui qui gagne, je sais pas, un match, bah, c'est celui qui se fait rappeler la fois suivante. Ou alors, on peut dire ça autrement, on peut dire c'est celui aussi qu'on a envie de regarder la fois suivante. Exemple, je joue au foot avec mes copains, bah, même si j'ai marqué des buts, enfin, même si j'ai marqué des buts, c'est pas forcément pour ça qu'on va me rappeler. Un exemple, j'ai marqué mes buts, mais j'ai fait aucune passe à mes copains. Euh, on a gagné, mais les gens n'ont pas pris de plaisir à jouer avec moi. Bah en fait, c'est pas sûr que la fois d'après, on va me choisir en premier. Euh, une autre chose, maintenant en compétition, je fais une compétition et je fais que des combats où je gagne d'un avantage, où il n'y a rien de spectaculaire. Je suis tout le temps là ouais, voilà, à pas soumettre, à pas chercher, à pas faire du spectacle et tout. Bah, quand tu auras un événement comme l'ADXC, comme l'UFC Fight Pass ou toutes ces choses-là, bah, on va pas ils vont pas l'appeler en fait ce combattant-là, parce que bah, on n'a pas envie de le regarder. Donc il peut être champion du monde, mais derrière, il aura pas compris comment ça fonctionne et il aura pas compris qu'en fait, bah non, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que tu te mettes en danger en fait et que tu ailles essayer de gagner en essayant d'être spectaculaire. Et en fait, ça me fait aussi penser donc, j'ai un peu étudié l'historique de la lutte à livrer. Euh, et en fait, ça me fait penser vraiment à cette histoire à la base, c'était, je vous la fais grossièrement, grossièrement, ça fait ça, se fait. Au début, c'était, bah, on combat, il y en a un qui gagne, celui qui gagne, il vit, celui qui perd, il meurt. C'était ça, hein, c'était plus ou moins ça, les combats à l'époque. On rentre dans l'arène, il y en a un qui va sortir vivant et l'autre qui va mourir. Bon, seulement, bon, on peut pas faire du spectacle éternellement comme ça, sinon, bah, on n'a plus personne à la fin. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des règles, ça va plus mourir, mais on va mettre des règles, donc pour que ça gagne. Et du coup, ça devient un peu moins spectaculaire, parce qu'il y a moins cette envie absolument de gagner. Enfin, il y a plus ce côté spectaculaire, il y a plus ce côté spectacle. Donc au début, c'est spectacle, mais on se voit qu'avec
que ce truc de devoir tuer l'autre, bah, on va pas durer longtemps. Donc après, on va faire un truc beaucoup plus compétition, orienté compétition, avec vraiment des règles encadrées et tout, et on va pas tuer. Donc ça part là-dessus. Sauf que bah on s'ennuie. Donc derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un truc spectacle. Et le truc spectacle, bah voilà, au début, pareil, c'est des règles, euh, etc. Comme le catch as catch can ou j'ai oublié le blaze. Bon, les ancêtres de la lutte à livrer. Et donc au début, bah, c'était sur un ring, et puis bah, fallait, ça démarrait debout et fallait soumettre l'adversaire. Donc c'était déjà de la lutte à livrer à l'époque. Mais euh, donc il y avait ce côté spectacle, mais pas tant que ça. Et en fait derrière, ça s'est départagé en deux. Il y a eu le côté vraiment spectacle avec le catch. Donc le catch, comme on le voit aux États-Unis, le WWE là. Donc où ça devient même du faux, c'est vraiment fait pour faire du spectacle pour les gens. Et de l'autre côté, enfin du faux, c'est pas un vrai combat quoi. Euh, et de l'autre côté, on va partir sur vraiment de la compétition, mais qui est moins orienté spectacle. Et où vraiment c'est essayer de gagner à tout prix et tout. Je sais pas si j'ai été très clair, mais en gros c'est ça. Donc du coup ça s'est départagé en côté spectacle et un côté vraiment orienté compétition. Et en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que on a de plus en plus ce retour du spectacle parce qu'on a compris que c'était ça qui vendait et c'était ça qui allait faire que les combattants allaient pouvoir gagner leur vie grâce à ça. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, bah, ceux qui se démarquent le plus, c'est ceux qui font du spectacle. Mika Galvao, bah là on a eu Meram, je le dis en français, Merin en portugais. On a eu Nenego, j'ai oublié son vrai nom, Jansen Gomez. On a eu voilà, ces mecs-là qui sont venus pour faire le spectacle et qui sont venus pour se mettre en danger. Et c'est ça que les gens... Donc se mettre en danger et faire le spectacle et essayer à tout prix de chercher la soumission, c'est ça que les gens ils ont envie de voir. Et c'est comme ça qu'on va vous rappeler. Donc je pense que du coup on est sur ces deux profils-là. IBJJF, le côté compétition, où on essaie d'aller chercher un titre, et on essaye maintenant dorénavant de se montrer aussi, une fois qu'on a gagné le titre, parce qu'en vrai, c'est pas des gens qui ont jamais gagné le titre qui se sont mis en danger. Donc d'abord, c'est d'exister dans la fédération, être champion du monde, et ensuite se démarquer un petit peu en étant un peu plus spectacle ou en se mettant en danger parce que c'est ça que le public il aime. Et derrière, à côté de ça, en parallèle, bah, vous avez ces fédérations ou ces événements qui vont créer en fait des stars parce que bah ils vont mettre en avant ce côté spectaculaire avec la DCC. Ah, on peut combattre en dehors du tatami. Ah ouais, mais on va se blesser. Ah, c'est super dangereux jusqu'à un jour qu'il y ait un mort. Ouais, bon, les mecs sont quand même solides en général et bon, je souhaite pas du tout que ça arrive, mais en tout cas, c'est ce qui plaît au grand public. Ouah, les mecs qui combattent sur le bitume, ouah, c'est un truc de fou. Ah, c'est ce qui vend et c'est le côté un peu spectaculaire de cet événement-là. Après, vous avez la DXC bah, qui a décidé d'être dans une cage, donc côté un peu MMA pour qu'il y ait ce côté contre la cage. On a le nouveau truc là, le PIT là, qui est karaté, qui est mis sur le truc, sur l'événement du karaté, où en fait, bah, on peut pas sortir en fait. Parce que bah en fait on est emprisonné donc il va y avoir ce côté un peu bah je peux pas reculer, si je recule je vais tomber en arrière, enfin voilà, il y a tout ce côté-là, et je pense encore une fois qu'on peut pas en voir à l'IBJF, en vouloir à l'IBJF. Par contre, bah, il va falloir trouver quand même des arguments pour que bah, les mecs, même s'ils sont déjà champions du monde, bah, ils restent dans la Fédé et ils continuent de combattre le plus longtemps possible. Après, encore une fois, les mecs qui sont pas venus, bah, c'est des mecs qui ont quand même déjà fait, je pense, au moins 5 à 10 Worlds. Donc, je pense à Felipe Pena, je pense à tous ces mecs-là qui sont pas venus, en fait, et qui ont envie de se consacrer, du coup, à quand même ce tournoi où il y a 1 million de dollars à gagner de Craig Jones, parce que la plupart, ils vont sur cet événement-là. Et on peut pas leur en vouloir, du coup, de déjà être focus là-dessus et de se dire, bon, bah, IBJF cette année, je vais passer à côté de ça, quoi. Parce qu'en vrai, il y a quelque chose de mieux qui m'attend en août. Donc, donc voilà, en gros, jetons pas la pierre à l'IBJF. Je pense que quand même, c'est une belle fédération qui fait un gros travail. Puis de toute façon, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Il y a pas... les gens, ils peuvent parler, mais il y a de plus en plus de gens qui combattent. Bien évidemment, il y a toujours des améliorations à faire. Notamment, c'est un truc que Melky il dit beaucoup, et puis que j'ai entendu aussi Victor Doria qui disait, c'est mettre beaucoup plus en avant bah, les ceintures noires adultes, avec peut-être vraiment un espace que pour eux, quoi.
c'est vrai qu'ils combattent en même temps que des ceintures violettes ou autres. Moi, je l'ai vu aux Europes, euh, où on a Mika Galvao qui, au moment de combattre, il est obligé de prendre une. Enfin, on lui demande de prendre une photo, un fan arrive pour prendre une photo avec lui. Enfin, c'est des choses qui. Ça n'arrive pas dans les autres sports, quoi. Après, c'est aussi la beauté de notre sport, c'est que les stars sont accessibles. C'est pas comme au foot où on peut pas. Tu vas pas aller voir. Tu peux pas aller voir Mbappé, quoi. Tu peux pas aller dans le club de Lionel Messi et salut Lionel, on peut taper un ballon ensemble. Notre sport, il a quand même cette chance-là. On a quand même cette chance-là de. Je veux m'entraîner avec Mika Galvao, bah, je vais à Jundiaí et puis je paye l'inscription et puis je peux m'entraîner avec lui, quoi. Ou en tout cas, je peux être sur le même tatami que lui. Voilà, moi j'ai eu cette chance-là d'être sur déjà le tatami avec Georges Saint-Pierre, Gordon Ryan, bah, Mika Galvao régulièrement, Diogo Reis, je sais pas, j'en ai eu plein. Enfin voilà, plein de stars. Et voilà. Et pourtant, je suis pas champion du monde IBJF, je suis pas champion du monde de la DCC, mais j'ai pu partager le tatami avec eux. Et c'est quand même quelque chose euh, qu'on ne peut pas retirer à notre sport. Je trouve quand même que c'est quelque chose de beau. Mais quand même, dans certaines situations, il faudrait, je pense, quand même beaucoup plus encadrer euh, euh, s- bah, les ceintures noires, que les ceintures noires puissent vraiment se concentrer sur leur performance, sur leur journée et sur leur compétition. Voilà. J'ai pas vraiment parlé de la compétition en elle-même parce que j'ai pas vraiment grand chose à dire. Déjà d'un, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément vu. En plus de ça, bon, bah voilà, y a pas grand-chose à dire. Moi, je trouve que c'est quand même une belle compétition. Bien évidemment, il manquait des gens, donc ça faisait que le truc était un peu moins attractif. Mais on peut pas quand même retirer les performances bah, de ceux qui étaient là. Et on peut pas non plus retirer non plus le grand spectacle que l'IBGF nous apporte. Et on peut pas non plus leur retirer le fait d'essayer aussi. On voit quand même qu'ils essayent régulièrement des nouvelles choses, notamment sur l'éclairage, l'habillage du gymnase, sur la disposition des tatamis, sur le règlement, sur toutes ces choses-là. Alors on peut pas jeter la pierre à quelqu'un qui essaye. Euh, voilà. Non, je ferai jamais ça parce que moi-même je suis entrepreneur et j'essaye au quotidien d'améliorer les clubs. J'essaye au quotidien d'améliorer BJ Fanatics. J'essaye d'améliorer et je sais ce que c'est de prendre des risques. Et voilà, je sais que récemment j'avais augmenté les tarifs au club, ça n'avait pas plu. C'était très compliqué. J'avais fait ça pour le bien de tout le monde parce que bah, derrière, plus d'argent, plus de moyens c'était pas pour m'acheter une Rolex, c'était pas pour m'acheter une Ferrari, c'était pour faire en sorte que bah, on ait plus de clubs sur Paris, c'était pour faire en sorte que les clubs soient beaucoup plus accueillants. Voilà, bah écoutez, ça n'a pas plu, les gens n'ont pas adhéré, donc on est revenu un petit peu en arrière et puis bah, j'ai essayé de trouver d'autres solutions pour avancer et continuer quand même à faire grandir NR Fight. Donc voilà, je ne jetterai jamais la pierre à quelqu'un qui essaye toujours de s'améliorer. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez pas du tout aimé, peut-être que vous avez adoré. Et puis, bah, n'oubliez pas, dans la description, il y a tout plein de petits cadeaux pour vous. 50% de réduction sur le cours d'essai au NR Fight Club. Une vidéo gratuite sur BJ Fanatics pour que vous puissiez découvrir la plateforme. Et puis, bah, si vous voulez vous entraîner avec moi, il y a aussi un lien pour voir tous mes camps, mes stages bientôt sur Paris, en France, aux États-Unis et au Brésil. Voilà. Merci à tous et on se voit dans la prochaine vidéo. Ossa!